Bonjour et bienvenue sur Médian TV. L'Union africaine vient de tenir son 37e sommet à Addis Abeba. Principal fait marquant à retenir l'accession du chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani à la présidence tournante annuelle de l'Union africaine. Quels sont ses principaux chantiers et pour le Maroc, quelles ont été les principales avancées réalisées au cours de ce sommet? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Zakaria Abouda, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Serma, merci avec plaisir. Alors, que retenir de ce 37e sommet de l'Union africaine? D'abord, la thématique principale était ordonnée autour de la question de l'éducation pour tous avec une approche inclusive, etc. Puisque d'abord, ça relève de l'agenda 2063 et puis des missions de l'Union africaine, entre autres, que de permettre une implémentation effective des objectifs tracés par cette organisation continentale. Bien entendu, il s'agit tout simplement de rappeler que pour l'année dernière 2023, le thème majeur, c'était l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un sommet, on le sait, qui s'est ouvert sur fond de crise politique dans pas mal de pays de l'Afrique, on pourra y revenir. Mais il y a eu, on va dire, un certain nombre de considérations qui ont plané sur l'atmosphère générale de ce sommet, le 37e en l'occurrence, et notamment la guerre sur Gaza ou à Gaza, et généralement la décision finale ou la déclaration finale qui a été adoptée unanimement a condamné l'offensive israélienne sur ce territoire et puis toutes les problématiques liées au drame humanitaire y découlant. En tout cas, ce sont des sujets importants. Alors, habituellement, quand même, c'est un reproche qui est fait à l'Union africaine par rapport à des décisions impactantes sur le plan continental. Comment voyez-vous, en fait, l'utilité de ces décisions et de ces déclarations sur la réalité? C'est la grande question. Précisément, lorsque l'OUA a été créée en 63, c'était l'époque du panafricanisme. Plutôt, la démarche qui a été initiée au départ était plus une démarche, je dirais quand même idéologique, tiers-mondiste, mobiliser une coalition et en même temps agir numériquement sur les décisions internationales, ce qui n'était pas évident, car à l'époque, le monde, comme vous le savez, était divisé en deux parties, la bipolarité, etc. Maintenant, après plusieurs années d'existence, quand même, c'est 51 ans d'existence aujourd'hui, 61 ans, pardon, d'existence, on pourrait interpeller les mécanismes d'action d'une organisation continentale qui n'embraye pas ou assez sur la réalité quotidienne de tous les peuples, puisque elle est un peu l'héritière de la nature de ces structures. Ce sont des structures qui sont gouvernementales, comme on dit. Et évidemment, on peut toujours se poser la question en ce qui concerne l'approche inclusive, participative, associative. Et si on veut encore aller en approfondissant un peu la réflexion, on peut même interpeller les systèmes politiques qui gouvernent les pays en Afrique. Sont-ils démocratiques, réellement inclusifs, etc. Et donc, l'Union africaine n'est que le reflet de la configuration même des systèmes politiques des pays qui en font partie, c'est-à-dire les 54 États membres. Et par conséquent, aujourd'hui, effectivement, on peut dire que le citoyen, en général, ne ressent pas directement l'impact des décisions prises par cette institution, ce qui relève évidemment d'une démarche que le Maroc n'a de cesse d'invoquer, c'est la réforme approfondie des institutions et des structures de l'Union africaine afin que ces structures puissent réellement impacter le vécu des citoyens africains. D'ailleurs, parmi ces initiatives censées impacter les citoyens, il y a la zone africaine de libre-échange continental qui a été en tout cas un chantier érigé en priorité pour le président sortant, celui qui vient de passer le flambeau à un autre président en exercice de l'Union africaine. Il s'agit du président mauritanien Mohamed Cheikh Ould Al Ghazouani. Alors justement, quels sont les chantiers ou plutôt les dossiers qu'hérite le nouveau président et quelles sont ses priorités? Évidemment, un président doit composer déjà avec les structures existantes. Et donc, il émane, lui, de l'Assemblée ou la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'organe donc suprême
Mais rappelons quand même pour les chers téléspectateurs que la désignation d'un président de l'Union africaine se fait sur la base de la composition géographique de l'Union africaine, c'est-à-dire les 5 régions. Nous appartenons à la région de l'Afrique du Nord, donc vous avez la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, plus le Soudan, d'après le découpage évidemment qui a été retenu. Et donc il y a eu une unanimité d'abord pour choisir la Mauritanie pour l'idée cette période, mais comme je l'ai dit, et nous allons éviter de rentrer dans des considérations de disputes, si vous voulez, qui sont inutiles tout à fait, parce que le Maroc dit qu'il faut plutôt privilégier une approche téléologique en termes de réalisation des finalités. Passons. Maintenant, il y a des décisions déjà qui ont été prises, il y a des problématiques en cours. Moi, je crois que le focus majeur pour le président mauritanien, c'est d'abord la question des crises politiques. Il y a 6 pays qui sont suspendus de l'Union africaine, la Guinée-Conakry, le Soudan, évidemment les 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, enfin principalement, plus le Gabon, il ne faut pas l'oublier. Et donc il était question de traiter ce que l'Union africaine appelle les changements non constitutionnels, alors que dans d'autres contrées, si vous voulez, il y a également apparition d'un certain signe d'inquiétude géopolitique, peut-être nous y reviendrons, mais l'essentiel par rapport au président mauritanien, c'est véritablement chercher une issue à ces questions-là, ce qui n'est pas évident. Il ne va pas traiter seul, mais il va traiter avec les autres organes. J'ai cité tout à l'heure la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il y a le comité exécutif, c'est-à-dire le comité des ministres des Affaires étrangères. Il y a le comité des permanents, c'est-à-dire les ambassadeurs permanents. Il y a également le comité de paix et de sécurité. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la commission de l'Union africaine. Déjà, on se prépare pour la succession de M. Faki, succession dont le mandat terminera d'une année. Je voudrais dire par là, c'est Omar, qu'il y a des lourdeurs institutionnelles, il y a des problématiques géopolitiques, il y a des tensions. Et je me demande précisément comment la Mauritanie, durant une année, pourrait faire face seule en catalysant les processus au niveau de l'Union africaine pour régler des questions aussi complexes que celles que je viens d'évoquer. Alors, je rappelle juste au passage que normalement, la Mauritanie doit se diriger vers des élections présidentielles cette année et dont le président vient de briguer ou assure en tout cas la présidence tournante de l'Union africaine. Alors, le président en exercice de l'Union africaine devra aussi défendre la voix de l'Afrique au sein du G20. Le G20 qui a inclus désormais l'Union africaine parmi ses membres. Alors, quel levier pour le continent et quelles priorités, justement? Justement, on peut dire que depuis septembre dernier, l'Union africaine, et cela est donc l'actif, si vous voulez, du mandat du président précédent, le Comorien, pour l'année, l'exercice 2023. Donc, mais c'est déjà un plaidoyer. Il faut pas oublier quand même que M. Macky Sall était l'un des fervents défenseurs de cette question-là. Bon, ça permet quand même à l'Union africaine, moi, je crois, d'approcher avec une certaine proximité les centres de décision, notamment sur le plan financier. Et comme vous le savez bien, il y a des questions majeures, notamment la sécurité alimentaire, avec cette atmosphère de changement climatique, tous les impacts liés à l'agriculture, etc. Moi, je crois que c'est un avantage. Ça permet quand même de chasser en meute, comme on dit de façon générale, et d'agir en amont sur les décisions et de voir comment précisément l'Afrique pourrait s'intégrer au système mondial de prise de décision. C'est une véritable gageure. Et là, on rejoint votre question, c'est Omar, tout à l'heure, quand vous évoquiez la question de l'impact effectif des décisions prises par l'Union africaine. Et là, celle-ci est souvent l'otage de tiraillements géopolitiques à l'intérieur. Et on a l'impression que nous ne sommes pas devant une seule organisation avec des mécanismes efficaces, mais plutôt plusieurs structures à l'intérieur de cet organisme, ce qui fait que ça affaiblit considérablement sa force de frappe. Ce qu'il faut aujourd'hui, à mon sens, c'est progressivement, réellement réformer les structures de l'Union africaine, sortir un peu de l'otage idéologique surtout dans lequel certaines parties cherchent à mettre l'Union africaine, et véritablement aujourd'hui s'adosser aux nouvelles problématiques mondiales, le changement climatique, l'intelligence artificielle, l'éducation, c'est extrêmement important, l'inclusion, l'optimisation des ressources, etc., etc. Mais de toutes les manières, ce serait à mon sens, une belle opportunité que de permettre à l'Union africaine d'approcher le G20 et par conséquent les centres de décision, notamment financière, à l'échelle internationale.
En tout cas, ce sont des dossiers à suivre. Il y a aussi d'autres dossiers, notamment la situation actuelle dans l'Est de la République démocratique du Oui. Congo, donc qui, en tout cas, mérite plus d'attention. Alors, cela dit, au-delà des considérations générales, le Maroc aussi participe, a pris part à ce 37e sommet. Quel bilan aussi faire de la participation du Royaume? Il y a un bilan qui est extrêmement positif. Depuis déjà donc 2017, on peut relever que le Maroc a été élu à 2 tours, à 2 reprises au niveau du Conseil de paix et de sécurité. Rapidement, il a épousé les questions fondamentales en matière migratoire et 2018, quand même, on a attribué à Sa Majesté le Roi le titre ou le statut de leader de l'immigration au niveau de l'Union africaine. Évidemment, cela n'était pas venu de rien, mais au regard des actions menées sur le terrain depuis au moins 2013 jusqu'à aujourd'hui en termes de régularisation, etc. Et puis toutes les questions de droit international humanitaire, etc. Ça, c'est important. Deuxièmement, je crois que le Maroc, quand même, a lancé pas mal de choses. Il ne s'agit pas d'un chauvinisme, hein. Ce sont les faits et les chiffres qui parlent. L'adaptation de l'agriculture africaine, la question de la conférence mini-climat de 2016, la création de plusieurs groupes thématiques. On peut également susciter ou évoquer la question du désenclavement des États sahéliens pour accéder à l'Atlantique. On peut parler de beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, ce qui est handicapant, à mon sens, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, et rien qu'hier ou avant-hier, on a fêté je ne sais combien d'années se sont écoulées depuis la création de cette fameuse Union du Maghreb arabe, je dirais le Grand Maghreb, c'eût été l'occasion de permettre à cette intégration d'être réellement la vraie locomotive de l'Afrique du Nord de façon générale et carrément prendre des initiatives au niveau du Sahel, au niveau du Soudan, dans le cadre de la médiation, etc. Mais malheureusement, encore une fois, il y a toujours ces forces centripètes ou centrifuges qui divisent, qui atomisent. Mais le Maroc, en tout cas, ce n'est pas un chauvinisme. Je le sais puisque les faits sont là. Sa démarche était toujours, celle de l'appropriation, celle que les Africains fassent confiance à eux-mêmes, en eux-mêmes, et en même temps qu'ils puissent travailler de façon collaborative. Et puis, troisièmement, ce paradigme du co-développement, le copartage, la coopération sud-sud, etc. Et mollo mollo, je crois que déjà en 7 ans et au-delà, le Maroc a fait pas mal de choses et il y a encore, Inch'Allah, des perspectives à venir prochainement. En tout cas, je rappelle que donc le Maroc est de retour depuis maintenant 7 ans au sein de l'Union africaine. Alors, il y a aussi cet apport sur le plan de l'expérience, sur le plan du développement sectoriel. On pense à l'agriculture. Le Maroc accueille d'ailleurs en avril prochain une nouvelle réunion de la FAO sur l'agriculture au niveau du continent. Comment mesurer cette contribution par rapport au développement des secteurs stratégiques sur le continent? Le Maroc est souvent cité comme exemple en la matière, d'abord en raison de la politique des barrages qui a été lancée en grande pompe dès l'indépendance du Maroc, et grâce surtout à l'action de feu le roi Hassan II d'ailleurs, à qui la FAO avait remis un prix dit Agricola, si je me souviens, c'était en 1996. Deux, c'est par rapport aux politiques sectorielles et qui n'étaient pas isolées, mais s'inscrivant dans une optique globale et intégrée, que ce soit le plan marocain vert, que ce soit Génération Green, tout en intégrant les dimensions du développement durable, également la question de la préservation des écosystèmes. Et là, c'est Omar, n'oublions pas que le Maroc a fait un plaidoyer pour l'activation des objectifs de développement durable déclarés par l'ONU en 2015 qui ont succédé aux objectifs de développement durable et que précisément aujourd'hui, s'il y a un test pour mesurer ou un baromètre les réalisations de l'Union africaine, c'est par rapport à ces objectifs dont le nom est de 17. Et donc, l'agriculture est au centre de la problématique du Maroc. D'ailleurs, donc prochainement, vous l'avez si bien dit, le Maroc abritera une grande réunion au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, parce que de toutes les manières, les experts vous diront que le premier droit de l'homme, c'est le droit à l'alimentation, à la nourriture. Si les ventres ne sont pas remplis, eh bien à ce moment-là, la contestation va être potentielle. De là, je crois, il faut aujourd'hui faire confiance en des capacités propres de l'Afrique afin de fructifier le potentiel agricole dont elle dispose, mais cela, évidemment, nécessiterait beaucoup d'investissements en termes d'eau, etc. Mais je voudrais quand même dire une chose importante, c'est que le Maroc avait initié une approche en termes de diplomatie verte et
et les fertilisants, à mon sens, aujourd'hui, grâce à l'action de l'OCP, pourraient trouver une sorte de cadre de réalisation. Et véritablement, cette question-là, je partage votre point de vue, elle est cruciale pour tous les Africains. D'abord, il faut se nourrir et après, on pourrait passer à d'autres réalisations. Alors, une dernière question, c'est par rapport, on l'a dit tout à l'heure, l'efficacité des actions, des stratégies ou bien des chantiers de l'Union africaine. Il y a la ZLECAf depuis bientôt ou plus de 3 ans après son lancement. Bon, ça peine encore à se concrétiser, même si les avancées assez timides sont notées ça et là. Globalement, comment, dans le contexte d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on voit ce qui se passe au Proche-Orient, ces crises qui se multiplient, quelle Union africaine devrait-on avoir pour mieux peser sur les décisions et mieux peser sur le quotidien des citoyens africains? Là, vous mettez vraiment le doigt sur une question névralgique. Il faut d'abord, à mon sens, redéfinir les termes de référence. À mon humble point de vue, moi je considère que la structure de l'Union africaine est hybride. Il y avait d'abord époque de Kadhafi qui voulait que l'Union africaine soit une sorte d'organisation d'intégration réellement à l'image de l'Union européenne, chose qui n'était pas du tout réalisable. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'Union africaine va un peu dans tous les sens. Elle est tiraillée, je l'ai dit d'abord, par des questions de division, mais en même temps la nature même de ces structures fondatrices et en même temps de ces actes fondateurs. Aujourd'hui, il faut redéfinir un peu les choses. Ça, c'est la première question, elle est préjudicielle, elle est fondamentale. Que voulons-nous faire de cette union ? Un simple forum de dialogue, etc. OK. Mais si véritablement on voudrait créer de l'intégration, il faut revenir à des questions majeures, fondamentales, qui fait partie d'abord de l'Union africaine. Et puis ouvrir, on va dire, un certain nombre de procès, entre guillemets, pas d'intention, mais il faut corriger des erreurs majeures de par le passé. 2, il faut, à mon sens, activer réellement les intégrations économiques régionales. Et si des sanctions sont à prendre contre, à mon sens, des pays, il ne faut pas que les sanctions pénalisent les citoyens. Il y a d'autres manières de faire les choses avec une certaine dissuasion, avec une certaine compréhension. Les communautés économiques régionales, et tout à l'heure j'ai cité par exemple l'Union du Maghreb arabe ou le Grand Maghreb, pourraient être la première phase de la réalisation d'une véritable intégration économique. Et après, comme on le dit en géoéconomie, le drapeau peut suivre le commerce. Et donc, aller mollo, ce qui ne sera pas du tout facile, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, il y a des pays qui sont enfermés dans des schèmes idéologiques qui sont surannés, obsolètes et anachroniques, voire même ringards. Et il faut absolument aujourd'hui permettre à l'Union africaine d'être l'union des peuples et par la suite l'union des États. Merci à vous, Zakaria Aboudab. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, c'est Omar. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.